Général Denis Mercier, bonjour. Vous étiez chef d'état-major à l'armée de l'air et commandant suprême au sein de l'OTAN. Les guerres se perdent ou se gagnent souvent par la qualité du matériel, en fait, de leur capacité à dépasser l'ennemi. Est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui? Oui, je crois que c'est toujours un enjeu. Les inventions allemandes sont sorties à la fin de la guerre et je pense qu'elles auraient pu changer considérablement le cours des choses. La technologie ne fait pas tout, en fait. Mais je crois qu'il y a des technologies qui sont assez disruptives. C'est par exemple l'arrivée de l'aviation dans la Première Guerre mondiale, qui n'a pas été utilisée probablement correctement au début, et sur laquelle il a fallu eh bien, l'avancée de la guerre pour voir comment on pouvait utiliser pleinement cette nouvelle arme. La Deuxième Guerre mondiale, ce qui a changé, c'est vraiment l'arrivée de capacités industrielles, des chars, des avions en grande quantité, extrêmement fortes. Et quand on regarde, eh bien, il y a eu d'autres avancées majeures. J'en retiens une, moi, entre la Deuxième Guerre mondiale et aujourd'hui, c'est l'avancée des armes de précision. On était dans la Deuxième Guerre mondiale dans des frappes massives. Et l'arrivée des armes de précision, des bombes guidées laser, etc., a permis de se dire on n'a plus besoin de frappes massives parce qu'on peut concentrer vraiment les efforts sur des objectifs précis. Accessoirement, mais c'est très important, en diminuant considérablement le risque de dommages collatéraux sur des victimes civiles. Et aujourd'hui, on voit d'autres avancées. Si on était sur la précision il y a encore quelques années, aujourd'hui, on est sur le collaboratif. C'est quoi? C'est que les systèmes terrestres, les systèmes navals, les systèmes aériens, les systèmes spatiaux, en fait, sont de plus en plus des éléments d'un Internet des objets. Et ce sont des capacités connectées qui peuvent agir et interagir ensemble, comme tous les éléments qu'on peut voir dans notre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, un navire, un Rafale, un char sont de plus en plus des objets connectés. Et tous les développements aujourd'hui visent à les connecter et à les rendre beaucoup plus performants par leur interconnexion entre eux. Ça pose un certain nombre d'autres sujets, mais ça veut dire que finalement, la vraie capacité de combat qui les relie aujourd'hui, c'est la capacité de commandement et de conduite, c'est-à-dire les réseaux avec les systèmes de commandement, les hommes qui sont dans ces systèmes de commandement, et puis qui interagissent avec les différents moyens sur le terrain beaucoup plus qu'avant. Ça, c'est une évolution majeure qui va avec d'autres problématiques que sont notamment ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité de prendre des systèmes informatiques qui évoluent tout le temps et de différents pays et être capable de faire que quand on les connecte, ils s'échangent des données. C'est très complexe, en fait, avec des systèmes qui évoluent tout le temps. L'autre chose, c'est que le meilleur moyen d'attaquer ces systèmes aujourd'hui, c'est par des cyberattaques. Et donc, les questions de protection cyber sont au cœur aussi de ces nouvelles capacités. Mais ces capacités, elles changent vraiment totalement la nature dont les opérations sont déjà menées aujourd'hui, mais seront menées dans le futur, avec aussi des capacités où on aura les hommes à l'intérieur des capacités, et puis des capacités qui pourront être opérées à distance, comme on le voit aujourd'hui avec des drones. Et tout ceci est offert par ces réseaux de réseaux, en fait, qui s'interconnectent. Depuis la dernière guerre, il y a eu des éléments nouveaux. L'espace, le cyber, c'est-à-dire que on est tous connectés et donc effectivement plus fragiles. C'est l'évolution qu'on voit aujourd'hui. On en voit d'autres, des évolutions. Et notamment, ce qu'on voit d'autre comme évolution, c'est l'apparition de nouveaux champs d'affrontement. J'ai parlé du domaine cyber, qui est un domaine extrêmement important, sur lequel on peut faire des destructions massives avec des attaques cyber bien ciblées. C'est aussi le domaine spatial, qui est un domaine aujourd'hui où on voit qu'il faut se protéger. Un conflit aujourd'hui de haute intensité débuterait probablement par une attaque cyber et l'aveuglement d'un certain nombre de satellites, puisqu'on est extrêmement dépendant aujourd'hui du renseignement, des communications, de l'observation depuis l'espace. Et donc ça, c'est un autre domaine dont on est en train de s'occuper très sérieusement dans les armées du monde entier. Sachant que sur la partie cyber, le ticket d'entrée est pas très élevé. Hein. Il suffit d'un ordinateur. Sur le domaine spatial, le ticket d'entrée est beaucoup plus élevé à quelques nations qui sont capables d'y agir. Et puis je verrai quelque chose d'autre aussi dont on parle moins, qui est le domaine de l'influence sur les esprits, la désinformation, qui est un domaine aussi dont on constate qu'il fait absolument partie des opérations et qu'il faut prendre en compte extrêmement sérieusement. On a vu que recherche et développement étaient fondamentales pour toutes les armées. Est-ce que la France seule peut y arriver avec la DGA ou est-ce qu'il y a déjà des coopérations? Bon, on l'a vu pour le futur avion de chasse d'ailleurs. C'est le maintien de l'Europe dans le concert des nations? C'est une bonne question. L'Europe a décidé d'investir, et c'est une très bonne chose, beaucoup plus dans la recherche.
avec des moyens importants. En France, cette partie de recherche, elle est assurée par les industries, mais tout ceci est fédéré par la Délégation générale pour l'armement. Mais ce qui est important et ce qui change, c'est que dans les technologies dont je viens de parler, ces technologies, elles sont pour une grande partie issues aussi du monde civil avec des technologies duales. C'est le cas des interconnexions, c'est le cas du monde cyber, c'est le cas des médias qui peuvent véhiculer de la désinformation. Et donc ça veut dire que la recherche aujourd'hui, elle n'est plus cantonnée simplement à l'industrie de défense, mais la recherche, elle est élargie à toutes les sphères publiques ou privées dont des technologies peuvent être utilisées pour la défense. Pour donner un seul exemple de ça, quand on parle de désinformation, on a des technologies aujourd'hui qui permettent de faire de l'influence pour du marketing dans les médias. Et bien, cette influence pour le marketing, ce sont les mêmes technologies qui peuvent faire de l'influence de façon offensive pour la défense dans les mêmes médias en soutien d'opérations. Il est important de les comprendre, ces technologies, pour être capable d'abord de s'en défendre, voire de les utiliser quand c'est pertinent. On parle de l'avion du futur qui pourrait avoir une supériorité, mais est-ce que c'est vraiment la qualité de l'avion ou alors les systèmes embarqués qui vont faire la différence? En fait, il y a plusieurs choses. J'en vois trois principales, mais il y en a certainement d'autres. La première chose, c'est la furtivité, c'est-à-dire la capacité à essayer de ne pas être détecté. Et on le voit bien aujourd'hui, les avions d'aujourd'hui, les avions du futur ont des formes complètement différentes de ce qu'on a connu, qui sont des formes furtives, qui ont pour but d'être beaucoup moins détectables par les systèmes radars, par les systèmes de détection. La deuxième chose, c'est la vitesse. On avait un plafond dans le passé, dans la partie aéronautique, on était invulnérable si on montait très haut, c'est plus le cas aujourd'hui, et si on allait très vite. Et c'est pour ça qu'on a vu des avions américains qui allaient à Mach 3, qui, à cette époque, pendant la guerre froide, étaient invulnérables. Et puis, les systèmes solaires les ont rattrapés. Et puis, on avait ce plafond technique qui ne permettait pas de dépasser Mach 3. Eh bien, aujourd'hui, on voit arriver des technologies dites d'hypervélocité, où on peut aller à des Mach 7, 8, peut-être plus demain, sur lesquels ça peut concerner des missiles, mais ça concernera aussi des avions. Et ça, c'est très, très, très difficile à arrêter. Donc, ces technologies d'hypervélocité, ce sont différentes technologies d'ailleurs. Elles sont extrêmement intéressantes pour assurer l'invulnérabilité des systèmes. Et puis, quelque part, un jour, on trouvera des parades. Mais cette parade-là, je pense qu'on mettra du temps à la trouver. Et puis, l'autre chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'interconnexion. Un Rafale, aujourd'hui déjà, peut passer toutes ses données à un autre Rafale qui est loin, qui est peut-être au sol d'ailleurs, qui n'a pas encore décollé, et qui va récupérer toutes les données de celui qui est en vol. Un Rafale peut faire tirer un équipier. Demain, ça va être beaucoup plus que ça. Et on aura un avion qui pourra même peut-être amener des drones avec lui, faire interagir des avions ensemble. Ça, c'est pas de la science-fiction, hein, une partie existe déjà. Et donc ça, c'est une autre évolution majeure. On parle aujourd'hui de missiles hypersoniques à plus de 5000 km/h tirés d'un sous-marin ou des torpilles à cavitation qui dépassent les 400 km/h. Est-ce qu'on peut se prémunir, notamment pour les gros bâtiments comme les porte-avions? Non, quand on arrive à des niveaux de Mach tels que j'ai parlé, alors d'abord, il y a deux technologies qui permettent de faire ça. On a soit une technologie qui permet de monter un peu comme un missile balistique très haut, et puis ensuite de le faire accélérer avec un vecteur piloté, mais qui est en descente. À partir du moment où il est très très haut, il peut accélérer très fortement et être piloté jusqu'à une cible, une sorte de planeur hypersonique. Après, il y a aussi le travail sur des statoréacteurs, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait atteindre ces vitesses-là, notamment des missiles, mais en palier. Pour arrêter des engins, notamment des missiles qui volent à ces vitesses, on réfléchit à des armes laser ou des armes hyperfréquences qui agissent en boucle très très courte, mais même je crois que ça sera compliqué. Donc aujourd'hui, ce niveau de vitesse existe déjà, est une menace vraiment réelle pour tout ce qui est notamment gros bâtiments de surface. Je pense à des gros navires, je pense à des grosses infrastructures qui sera extrêmement difficile de protéger contre de tels missiles et encore pour longtemps. Donc là, on n'est plus du tout dans des technologies sur lesquelles on pourrait se dire on a encore le temps. On est dans des technologies d'aujourd'hui. On a connu le chiffrement pendant la dernière guerre, le fameux Enigma. Aujourd'hui, on cherche à se protéger. C'est d'autant plus dangereux qu'on est tous hyper connectés et surtout pour la défense. On a des clés de chiffrement, des clés qui nous permettent d'assurer des liaisons
de donner des transmissions qui sont extrêmement protégées, sur lesquelles vous avez aujourd'hui des clés qui sont tellement robustes que les ordinateurs les plus puissants de la planète mettraient des centaines d'années pour craquer le code. Eh bien, avec des ordinateurs quantiques qui sont ciblés sur cette partie-là et qui peuvent arriver aussi bien demain que dans les 10 ans, c'est un petit peu le sujet, eh bien là, on parlera plus de 400 ans, on parlera de quelques minutes. Et donc, il faut qu'on soit capable d'intégrer aujourd'hui des clés, et ça existe, il y a des sociétés qui le font, qui sont résistants à ces ordinateurs quantiques qui n'existent pas encore complètement. Et donc on voit aujourd'hui qu'on est vraiment dans une période de changement technologique majeur auquel il faut s'adapter, essayer de comprendre une fois de plus ces technologies, essayer de voir comment elles peuvent être des menaces pour s'en protéger, essayer de voir comment on peut les utiliser également, et pour certaines technologies, dans notre monde à nous, comment on peut les utiliser de façon éthique. On n'a jamais eu à disposition autant de puissance de calcul et en même temps, avec un ordinateur portable, on peut semer le trouble quelque part. Alors comment se protéger vraiment? On se retrouve dans les problématiques d'une transformation numérique. Ce qui rend un groupe terroriste extrêmement fort, même s'il est rustique, c'est sa capacité d'avoir une vraie agilité dans la décision. On n'est pas dans une chaîne hiérarchique forte. On est dans une chaîne hiérarchique où le haut commandement qui en assure la haute direction a des directives très très larges, et puis ensuite chaque groupe a sa propre autonomie, est capable de se constituer et avec une vraie agilité. Les armées répondent à ça avec des structures très hiérarchiques, et à chaque fois qu'on répondra, y compris avec la meilleure technologie du monde, avec une structure extrêmement hiérarchique à une structure extrêmement agile, on perdra. C'est ce qui s'est passé dans les dernières années. Il faut donc qu'on soit capable d'utiliser les technologies numériques pour donner aux gens qui sont sur le terrain la possibilité de prendre eux-mêmes leurs responsabilités, mais en leur donnant les bonnes données, les bonnes informations, les bons renseignements, en les entraînant pour qu'ils puissent réagir sans forcément avoir à en rendre compte avant ou attendre avant l'ordre d'un chef. Parce que sinon, ils seront toujours en décalage, ils perdront toujours. Pendant la guerre de 14, il y avait les gaz, on appelait le gaz moutarde d'ailleurs. On a aujourd'hui des conflits qui utilisent encore des armes chimiques. Est-ce que c'est quelque chose sur lesquels on a des moyens de se protéger? Ce risque, il n'est pas nouveau, mais il existe. Il y a un risque de guerre biologique, il y a un risque de guerre avec des agents chimiques, comme on a vu qu'en Syrie. On a vu qu'il avait utilisé des agents chimiques extrêmement puissants, et même contre sa population. Et donc ça, ce sont des risques dont il faut se protéger. Donc finalement, la pandémie qui nous arrive aujourd'hui, elle nous amène à envisager ces risques, y compris en cas d'un conflit majeur, mais pas seulement. Et quand on analyse les risques majeurs, on a aussi ces risques-là, on a aussi des risques liés à des catastrophes environnementales. On a beaucoup de risques auxquels il faut essayer de réfléchir, qui dépassent le simple cadre de la défense, mais qui, de mon point de vue, sont des risques très très importants et malheureusement, pour une partie, liés aussi au réchauffement climatique. Merci, Denis Mercier.